Les années 80, quelle belle période qui est douce à mon cœur. Beaucoup de souvenirs et quand j'étais adolescent dans ces années-là, évidemment que j'écoutais beaucoup de comédies romantiques adolescentes. C'est un genre qui a été très très important pour moi dans ces années-là parce que quand on est adolescent, on pense à une chose, à avoir nos premiers rapports sexuels. Hein. C'est important pour nous de perdre notre pucelage, notre virginité. Les gars regardent les filles regardent les garçons. Évidemment, aussi, ce qui est important, c'est les parties qu'on fait avec nos amis, toutes les folies qu'on fait quand on est adolescent. Et le cinéma des années 80 nous a donné beaucoup d'exemples de comédies, des fois un peu connes, des fois un peu ridicules, des films comme Porky's, comme Hot Dog the Movies, mais aussi des films plus intelligents comme Breakfast Club, ou des films fantaisistes comme Back to the Future. Donc aujourd'hui, on va explorer les 15 meilleurs films d'adolescents des années 80. Et j'ai exclu là-dedans tout film qui met l'accent sur le côté dramatique. On parle ici de comédies adolescentes des années 80, les teenage movies des années 80. Où on passait du bon temps, où l'accent était mis sur le côté comique. Donc, vous ne verrez pas de films comme Stand By Me, ou vous ne verrez pas non plus des films comme les Goonies, qui sont plus des films d'aventure. Je vais me concentrer vraiment sur les films qui mettent l'accent sur le côté comique. Donc, on va avoir les 15 meilleurs films, les teenage movies des années 80, et ça a été difficile de faire une liste des 15 meilleurs parce qu'il y en a tellement dans les années 80. Alors on regarde ça dans un petit instant au Ciné-Club de Rico. Quand on parle Teenage Movies des années 80, le premier nom qui nous vient en tête, c'est John Hughes, réalisateur qui a fait tellement pour ce genre-là. Il a tellement réalisé de films iconiques dans le genre Teenage Movies des années 80. Et j'ai choisi en 15e place un film, évidemment, de John Hughes. On ne pouvait pas passer à côté de 16 Candles avec Molly Ringwald, qui a 16 ans à ce moment-là. Elle était probablement plus vieille quand elle a tourné le film, parce que tous les acteurs qui jouent dans des films d'adolescents aux États-Unis sont toujours plus vieux que l'âge de leur personnage. Donc, Molly Ringwald joue une jeune fille pétillante là-dedans, qui est en amour avec un garçon, mais qui, lui, s'intéresse pas trop à elle. Par contre, il y en a un qui est un peu tâche, qui traîne autour d'elle. On se doute bien qu'il est en amour avec. C'est Anthony Michael Hall, un acteur qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres films de John Hughes. Donc, c'est des acteurs qui vont revenir dans les films de John Hughes. On voit là-dedans toute la magie qui opère du cinéma de John Hughes. Une comédie à situation dans laquelle la pauvre fille de 16 ans va connaître toutes sortes d'humiliations cette journée-là, mais également c'est un film de bons sentiments où il arrive toutes sortes de belles choses également. On voit des caméos là-dedans, notamment John Cusack, qui va être une figure importante du Teenage Movies des années 80, qu'on va voir dans énormément de comédies romantiques pour adolescents et adolescentes des années 80. Il fait une apparition là-dedans. Donc, 16 Candles, c'est des belles performances d'acteurs. On a la recette John Hughes à son meilleur là-dedans. Les acteurs sont bons, la réalisation est dynamique, le film est le fun, il arrive toutes sortes de péripéties et on se reconnaît, on voit un peu les comportements qu'on avait quand on avait cet âge-là. Donc, magnifique film, 16 Candles, qui mérite sa place en 15e position, et ce film-là est sorti en 1984. En 14e position, j'ai choisi un film, une comédie dramatique, parce qu'il y a un côté dramatique au film, mais c'est une excellente comédie dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club de Rico. C'est le film Little Darlings, réalisé par Ron Maxwell en 1980. Un film qui est sorti récemment chez Vinegar Syndrome et qui était jusqu'alors presque disparu, qui n'était pas disponible à part en VHS. Donc, c'est un film que j'avais découvert en VHS à l'époque. Ça met en vedette Tatum O'Neal, la fille de Ryan O'Neal, et également Christy McNichols, et on voit également Armand Santé là-dedans, qui joue le rôle d'un moniteur de camp de vacances. Donc, ça raconte l'histoire de deux jeunes filles de 15 ans qui vont se retrouver durant l'été au camp de vacances. Il y en a une qui vient d'un milieu plus fortuné, qui est jouée par
Tatum O'Neal, et Christy McNichols, qui vient d'un milieu ouvrier un peu plus modeste. Et les deux filles vont entrer en compétition durant l'été pour savoir laquelle des deux va réussir à perdre sa virginité en premier. Donc, ils vont y aller de toutes sortes de manigances et de stratégies pour essayer de rencontrer l'âme sœur et perdre leur virginité durant l'été. On va voir l'apparition, entre autres, une des premières apparitions au cinéma de Matt Dillon, qui est excellent là-dedans. On voit évidemment, c'est un film de filles. Hein? Les films d'adolescents des années 80, il était souvent question de garçons. Eh bien, les deux premières que j'ai choisies mettent en valeur des filles. 16 Candles, ça met en vedette Molly Ringwald. Et ce film-là, c'est vraiment un film de filles. Donc, on voit un coming of age avec des personnages féminins qui sont très forts, des dialogues qui sont vraiment bien écrits, et le sujet de la sexualité est traité avec quand même beaucoup de sérieux. Les émotions des personnages sont pas négligées là-dedans. Le scénario est très bien ficelé. Ça avait été un beau petit succès quand le film est sorti en 1980. Little Darlings, c'est une des plus belles comédie du genre, comédie dramatique des années 80. Donc, c'est un film à découvrir qui est trop peu connu à mon avis. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur ce film-là. C'est une petite perle. Little Darlings qui mérite sa place en 14e position. Quand on parle de comédie adolescente des années 80, évidemment, ça rime souvent avec party, avec sexe, avec de la boisson, avec des belles filles, des beaux jeunes hommes. Donc, on aimait ça, les films où ça brassait, où il y avait le party. On avait l'impression, nous aussi, quand on regardait les films, de faire le party avec les gens qui étaient à l'écran. Et c'est le cas du film Hot Dog the Movie que j'ai mis en 13e position, qui est un film super le fun, qui se passe durant une compétition de ski. Ça met en vedette David Naughton, qu'on avait vu dans Le Loup-garou de Londres, et on a du fun en regardant ça, évidemment. Les scènes de ski sont spectaculaires, mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est les scènes de party, les scènes d'après-ski. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans une comédie pour adolescentes qui se passe dans une compétition de ski. C'est pas la compétition comme telle, c'est l'après-ski, hein, ce qui se passe dans le chalet après la compétition, les chaudes soirées bien arrosées. Et on voit qui fait un petit rôle là-dedans, mais un petit rôle très remarqué, une actrice avec laquelle on est immédiatement tombé en amour. C'est la belle actrice mannequin Shannon Tweet, qui va devenir plus tard la femme du bassiste de Kiss, Gene Simmons. Elle était magnifique là-dedans et elle est devenue immédiatement l'objet de nos fantasmes. C'était vraiment merveilleux. Donc, Hot Dog the Movies en 13e position, un film qui est sorti en 1984. En 12e position, c'est un film intéressant parce qu'on a tous vécu cette situation-là. En tout cas, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Quand on était au lycée, au secondaire, on a tous un jour été la victime d'un bully à l'école, ce qu'on appelle le dur à cuire de l'école qui terrorisait tout le monde et qui nous menaçait toujours de nous donner une raclée. Dans 3 O'Clock High, 13 heures l'heure du crime, sorti en 1987, on a abordé le film d'adolescent sous cette prémisse-là. Donc, c'est un film réalisé par Phil Joannou, qui était un jeune prodige à ce moment-là, qu'on prévoyait une carrière incroyable pour ce réalisateur-là, qui finalement n'a pas fait tant de choses que ça dans sa carrière. Ça met en vedette Casey Siemaszko et Richard Tyson, qui fait le bully là-dedans. Alors, Casey Siemaszko, là-dedans, joue le rôle de Jerry Mitchell, un jeune adolescent qui... il veut pas faire de mal à personne, il fait sa petite vie, il va à l'école, c'est un gars qui a quand même du bagou, tu sais, qui a quand même une belle personnalité, qui s'implique beaucoup dans les activités scolaires, et malheureusement pour lui, il va tomber nez à nez avec le dur à cuire de l'école. Un gars qui a une réputation épouvantable. Le pire camarade de classe que vous ne pouvez pas vous imaginer. Qui a quasiment le dossier criminel d'un détenu de pénitencier. Donc, il est joué par Richard Tyson, qu'on va voir plus tard dans le film Kindergarten Cop. C'est lui qui faisait le méchant face à Arnold Schwarzenegger. You and me, we're gonna have a fight today, after school.
Donc, il va arriver des circonstances qui vont faire que le dur à cuire de l'école va vouloir se frotter avec le pauvre Jerry Mitchell. Il va lui dire « Je t'attends après l'école parce qu'il est arrivé une situation que je vous dirai pas parce que je vais vous laisser quand même le plaisir de découvrir ce film-là, qui est une comédie qui nous plonge vraiment dans le cœur de ce qu'on pouvait ressentir quand on était menacé par un dur à cuire de l'école. Et là, on a un jeune homme qui a rien d'un dur à cuire et qui va devoir se résigner à la fin de la journée à affronter le plus tough, l'individu le plus dur à cuire de l'école. Donc, c'est une comédie auquel on peut s'identifier parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, passé par là. Il y en a qui l'ont étampé, le dur à cuire de l'école. Il y en a qui se sont fait tabasser par les durs à cuire de l'école. Donc, un film qui est super le fun, qui se laisse regarder. C'est vraiment un divertissement pur jus des années 80 et c'est super le fun. Donc, 3 O'Clock High en 12e position, un film qui est sorti en 1987 que j'ai beaucoup aimé. Un truc qui était super important quand on était adolescent, en tout cas, ça l'a pas été tant que ça pour moi parce que moi, je suis devenu un conducteur sur le tard. Mais il y a beaucoup de mes cousins, je me souviens, pour qui c'était hyper important quand ils ont eu 16 ans d'avoir leur permis de conduire. Le permis de conduire, c'est comme l'accès à la liberté, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Et c'est, on dirait, les premiers pas vers l'âge adulte d'avoir son permis de conduire. On a fait un film sur cette thématique-là qui s'appelle License to Drive, qui est en 11e position, qui est sorti en 1988, qui est une comédie hyper amusante avec Corey Haim et Corey Feldman, les deux Corey, qui sont devenus des acteurs adolescents hyper populaires dans les années 80. Corey Feldman qui a joué entre autres dans les Goonies, qui a joué dans Friday the 13th, et Corey Haim qui va faire également son bout de chemin, qui est mort malheureusement assez jeune de pneumonie. En 1988, les deux Corey étaient très populaires et on a décidé de faire un film qui tourne autour de l'acquisition du permis de conduire. Donc, le personnage principal s'appelle Les là-dedans, joué par Corey Haim, qui rêve d'avoir son permis de conduire pour pouvoir emprunter la voiture de son grand-père, une belle Cadillac immaculée, datée de 1972, et il veut l'emprunter pour amener en balade, pour amener dans une sortie la fille de ses rêves qui s'appelle Mercedes, qui est jouée par Heather Graham, qu'on a découvert dans ce film-là, qui était magnifique, qui était resplendissante. Elle l'est encore aujourd'hui, mais c'est vraiment le film qui nous l'a fait connaître. On a fait « Wow! » Quand on l'a vu, là, était vraiment magnifique. Évidemment, le pauvre Les va échouer son permis de conduire. Il échoue son examen de conduite, mais ça n'arrêtera pas ses plans. Il va quand même emprunter la voiture de son grand-père. Et il va inviter la jeune fille à sortir. Évidemment, tous ses plans vont partir en couille parce qu'il va arriver une pléiade de mésaventures durant une nuit complètement folle. C'est un film qui est amusant et c'est le genre de mésaventures qu'on peut s'imaginer que plusieurs ont vécu quand ils étaient jeunes. Aussi, le côté important d'avoir notre permis de conduire, le côté très accès à la liberté, le côté, les premiers pas vers l'âge adulte. Et en même temps, c'est un film très drôle. On a envie d'être avec les personnages principaux. Nous aussi, on est en amour avec Heather Graham. Fait qu'on comprend très bien le personnage de Corey Haim, le personnage de Les, de triper comme ça sur cette fille-là et d'être prêt à toutes les bassesses pour essayer de sortir avec cette fille-là. Donc, License to Drive, une belle comédie de 1988 réalisée par Greg Beeman, qui est en 11e position. En 10e position, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, que j'ai vu souvent. C'est une comédie réalisée par Rob Reiner qui est sortie en 1987 avec Mark Armand. C'est le film Summer School, dans lequel il y a un professeur de gymnastique qui s'appelle Freddy qui, durant l'été, va être pris pour donner des cours de rattrapage d'anglais à des élèves récalcitrants. Et là, ils sont tous enfermés dans une salle de classe durant l'été. Et autant le professeur que les élèves n'ont pas envie d'être là. Lui, il est comme obligé d'être là. S'il veut devenir titulaire,
C'est comme une condition qu'on lui a donnée. Hein? Il fait un peu à son corps défendant. Mais évidemment, on va profiter de l'été pour organiser des sorties pédagogiques. Et le film, c'est quasiment juste ça. Et on a une poignée d'adolescents un peu mal assortis qui vont se retrouver ensemble durant l'été. Et c'est un gros film de party qui se passe durant l'été. On est en Californie, sur le bord de la plage. C'est amusant. Il y a Kirstie Alley qui joue un professeur également là-dedans. Et les jeunes sont le fun. Il y en a un qui tripe sur Massacre à la tronçonneuse. Il y en a un jeune, lui, qui, le soir, a menti sur son âge et donne des shows de go-go boy dans un bar. Donc, il passe toute la journée de cours à dormir sur son bureau. Il y en a une qui est enceinte, qui est sur le point d'avoir un bébé. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de monde un peu bizarre. Il y en a une qui essaie d'avoir justement son permis de conduire, qui va demander l'aide du professeur pour lui donner des cours de conduite. Et justement, le professeur, pour avoir l'attention de ses élèves, va devoir passer un pacte avec eux. C'est-à-dire réaliser des souhaits qu'eux ont en échange d'avoir leur attention durant les cours. Donc, c'est un film ultra sympathique. Mark Harmon est merveilleux dans ce film-là. C'est probablement le rôle dont on se souvient le plus de cet acteur-là qui aujourd'hui a une belle carrière à la télévision. Mais au cinéma, c'est Summer School qui a été le film dont on va se souvenir de lui. Donc, une comédie adolescente qui est fort sympathique, qui est sortie en 1987 et qui est en 10e position. En 9e position, un autre film de John Hughes. Hein, on ne peut pas faire autrement qu'évoquer les films de John Hughes, qui est Monsieur, comédie adolescente des années 80. Donc ici, on a une comédie qui est sortie en 1985 qui s'appelle Weird Science, dans lequel deux jeunes adolescents qui sont les souffres-douleurs de l'école rêvent de sortir avec des belles filles. Mais malheureusement, ils se font brasser à l'école, ça va pas bien pour eux. Donc, ils vont décider de jouer à Frankenstein. Et avec un ordinateur maison, vont décider de créer la femme parfaite. C'est un film fantaisiste et la femme parfaite est composée de toutes sortes d'images qui proviennent de revues Playboy, de magazines, on va tout mélanger ça et dans un ordinateur qui évidemment est un ordinateur de fantaisie, aucun ordinateur pourrait créer une créature de rêve telle qu'on la voit dans le film. Eh bien, c'est Kelly LeBrock qui va représenter cette créature de rêve créée de toutes pièces par ces deux jeunes adolescents, joués ici par Anthony Michael Hall et Ian Michael Smith. Donc, c'est vraiment une comédie super drôle. On voit entre autres, il y a une séquence du film qui se passe dans un party où on voit des bikers arriver. Et un des bikers, c'est Michael Berryman. Évidemment, on fait un clin d'œil au film de Hills Have Eyes de Wes Craven. Le film est ponctué de scènes amusantes. Évidemment, en même temps, c'est un coming-of-age movies de deux jeunes garçons qui veulent perdre leur virginité et qui vont se retrouver avec la fille de leur rêve à leur portée. Donc, il y a beaucoup de situations comiques et beaucoup de situations amusantes dans ce film-là, qui est une comédie que j'ai vue un nombre incalculable de fois. Et il faut mentionner le rôle de Bill Paxton qui joue le grand frère là-dedans, qui, à la fin du film, va littéralement se faire transformer par la créature de rêve parce qu'elle a des pouvoirs. Donc, elle va transformer le grand frère, qui est un bully, qui est vraiment un enfoiré total. Elle le transforme littéralement en gros tas de merde. Hi, dudes! Donc, Weird Science, créature de rêve de John Hughes, qui est sorti en 1985, qui est en 9e position. En 8e position, si je dis les tronches, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'était L'ogre dans les tronches, la revanche des tronches, Revenge of the Nerds, qui est sorti en 1984, réalisé par le réalisateur Jeff Canew, qui met en vedette Robert Carradine et également Anthony Edwards, qu'on va voir après dans Top Gun et dans plein d'autres films. Donc là-dedans, on le voit tout de suite qu'ils sont pas mal plus vieux que l'âge des adolescents qui jouent dans le film. Alors, c'est une confrontation au Adams College entre les lambda des nerds, on va se le dire, hein, qui sont un peu mal assortis. Il y a toutes sortes de genres là-dedans, mais c'est tous des intellectuels.
Et ils vont se frotter aux alpha beta. C'est les sportifs de l'école qui ont toutes les belles filles et qui vont tout faire pour les intimider. Donc, les nerds vont prendre les grands moyens pour essayer de prendre leur revanche. Évidemment, c'est des grosses têtes. Hein? Ils sont capables de trouver des idées ingénieuses et ils vont ultimement créer une compétition avec les alpha beta pour déterminer qui va être les rois de l'école. Donc, est-ce que ça va être les lambda ou les alpha beta, les sportifs ou les nerds? C'est un film complètement débile, complètement con, mais un film qui est le fun quand on veut mettre son cerveau sur la glace. Et ça a été une des influences importantes du cinéma adolescent des années 80, qui ultimement, il va y avoir les films American Pie, tous ces films-là vont puiser leur influence dans ce genre de cinéma-là, dans les films comme Porky's, comme Revenge of the Nerds. Donc, un film important du genre qui est sorti en 1984 et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir. Il y a du sexe, il y a de la bière, il y a des parties. Donc, tout ce qu'on aime d'un film adolescent, d'un teenage movies des années 80. En 7e position, le film Risky Business qui est sorti en 1983, réalisé par Paul Brockman avec Tom Cruise. Et c'est le film qui a propulsé Tom Cruise au rang des grandes vedettes, des acteurs prometteurs de son époque. Alors, ça raconte l'histoire d'un adolescent dont les parents s'en vont durant quelques jours et il va en profiter. On sait que c'était le party. Quand nos parents s'en allaient, on profitait du fait qu'on avait la maison pour nous. On invitait nos amis, on faisait des beuveries, des parties. Des fois, on invitait des copines. Il s'est passé toutes sortes de choses dans les maisons à cette époque-là. Quand nos parents partaient, oh là là, hein? Comme on dit, la bonne vieille expression, quand le chat s'en va, eh bien, les souris dansent. Eh bien, c'est le cas du personnage joué par Tom Cruise dans Risky Business, qui va vivre toutes sortes de péripéties pendant que ses parents sont partis, qui sont absents de la maison. Il va, entre autres, lier une liaison avec une cowgirl qui est jouée par la magnifique Rebecca De Mornay. Il va décider littéralement de se partir en business, de partir un business de cowgirl dans sa maison. Évidemment, il y a des scènes iconiques là-dedans. Il y a une trame sonore de Tangerine Dreams. Il y a beaucoup de hits populaires des années 80 que vous allez entendre dans ce film-là. Et il y a une scène iconique de Tom Cruise en train de danser en bobette dans le salon. Encore aujourd'hui, on voit cette scène-là qui revient sans cesse nous hanter. Hein? Une scène des années 80. Une des plus populaires avec Tom Cruise. Et il est excellent là-dedans. Le film est très bon. Le réalisateur Paul Brockman va s'exiler après ça. Je pense qu'il ne fera plus ce genre de film-là. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Il en a fait un, mais tout un. Risky Business, c'est un film qui nous reste en mémoire. Et c'est un des beaux souvenirs dans ce genre de film-là qu'on a vu dans les années 80. Donc, qui est sorti en 1983 et ça a été les premiers pas de Tom Cruise vers la célébrité. Aujourd'hui, c'est la plus grande star du monde. Mais en 1983, là, déjà, on voyait en lui beaucoup de promesses. En 6e position, on a un film, une comédie adolescente qui est vachement bien écrite, très intelligent. C'est la première réalisation de Cameron Crowe, un film qui est sorti en 1989 qui s'appelle Say Anything. En français, on a traduit ça Un monde pour nous. Donc, ça parle de deux étudiants, un qui est joué par John Cusack, qui a fait beaucoup de films pour adolescents dans ces années-là. Donc, il fait un adolescent qui a des problèmes à l'école, qui a des problèmes un peu dans la vie, mais qui a un cœur gros comme le monde, hein, qui a plein de rêves, plein de projets, mais il n'est pas bien bon à l'école. Et il a un petit côté rebelle. Il fait du kickboxing, mais il a un grand cœur. C'est un gars qui est très, malgré le fait qu'il n'est pas très bon à l'école, c'est une bonne personne. Et il va rencontrer une jeune fille qui est première de classe, qui est jouée par Ione Skye là-dedans. Elle est pétillante, elle est belle, elle est intelligente, elle vient d'une famille où son père a de gros projets pour elle, d'une famille aisée. Et c'est l'amour impossible entre ces deux personnages-là, mais c'est
tellement beau, c'est tellement bien écrit. C'est un film... des fois, on se dit, bon, ça, c'est purement un film de cinéma. Mais on a vraiment l'impression, quand on regarde les personnages de Say Anything, qu'on a affaire à des personnages qu'on pourrait retrouver dans la vraie vie. Hein? Des émotions qu'on reconnaît, qu'on a déjà vécues. Les dialogues, ben, Cameron Crowe va être reconnu pour la qualité de l'écriture de ses dialogues, notamment pour Jerry Maguire, pour Almost Famous. Donc, ça a été son premier film et quelle première réalisation, vraiment, là, un de ses meilleurs films. Si c'est pas son meilleur film, il le fait dès le début. Say Anything, qui est une des meilleures comédies du genre des années 80. Si vous aimez voir du cinéma adolescent des années 80, intelligent, bien écrit, bien fait, eh bien, Say Anything, c'est le film pour vous, qui est en 6e position. John Cusack est magnifique là-dedans. Avec ce film-là, c'est devenu un de mes acteurs préférés. Et même s'il n'a jamais fait vraiment de très, très, très grands films, eh bien, ce film-là, c'est dans le haut de sa filmographie et il peut en être très fier. Un film hyper important des années 80 et on pourrait dire, bon, OK, vous pourriez dire Rico, ce film-là, c'est complètement con. Pourquoi tu as mis ça en 5e position? Oui, c'est con, mais c'est un film qui a eu énormément d'influence. C'est peut-être un des films qui a eu le plus d'influence. Quand on regarde American Pie et toute cette série de films-là, on a puisé littéralement dans ce film-là qui s'appelle Porky's, qui est un film canadien. Hein, ça a été le plus gros succès du cinéma canadien. C'est sorti en 1981, réalisé par Bob Clark, qui a fait toutes sortes de films différents. Bob Clark, il a fait Christmas Story, un autre film, une autre comédie qui était super bonne. Il a fait des films d'horreur, notamment Black Christmas. Il a fait énormément de bons films, Bob Clark. Et en 81, il a sorti Porky's, qui raconte une histoire qui se passe dans un lycée en 1954. Et c'est des lycéens qui vont aider un de leurs camarades qui s'appelle Pee-wee, qui est obsédé avec l'idée de perdre son pucelage. Hein? Il se réveille le matin et puis il mesure son pénis avec une règle. Et des fois, hein, il a la mauvaise surprise de constater qu'il est moins, il est moins gros que la veille. Donc, j'imagine que ça dépend toujours du genre de rêve qu'on a fait durant la nuit. Mais il est obsédé par ça. Et il y a une fille de l'école, sur laquelle il a jeté son dévolu. Et l'idée, c'est que tous ses camarades de classe vont essayer de manigancer et de l'aider à essayer de perdre son pucelage durant l'été. Évidemment, les gars, ce groupe d'amis-là vont se retrouver à un moment donné à aller dans un bar qui est tenu par une espèce de personnage grossier qui s'appelle Porky's. C'est vraiment un bar de danseuses un peu miteux. Et ils vont finalement se frotter à ce personnage-là qui va les foutre dehors à coups de pied dans le cul. Et ils vont essayer dans le film de prendre leur revanche sur Porky's. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que c'est une comédie qui réunit tous les ingrédients qu'on aime dans ce genre de film-là. Hein? Un humour salace, des scènes de party, de la sexualité... Et évidemment, un humour qui est vraiment propre à ce genre-là. Donc, Porky's de Bob Clark, qui occupe la 5e position de mon classement. Quand on était adolescent, un des trucs qu'on aimait faire de temps en temps, je ne dis pas qu'on le faisait tout le temps, mais une chose qu'on aimait faire, c'était des fois sécher les cours. Hein? Aller à l'école, c'est pas cool. Et ce qu'on aime faire des fois, c'est ne pas aller à nos cours. Mais c'est important que nos parents ne le sachent pas, hein, parce qu'on ne voulait pas subir le regard inquisiteur de nos parents qui apprenaient qu'on n'était pas allé à nos cours. Donc, on voulait faire ça en douce. Donc, on trouvait des stratagèmes pour sécher les cours, hein, pour aller faire autre chose de notre après-midi avec nos amis, aller au centre d'achat ou aller dans le boisé d'à côté, boire une bouteille de bière en gang. Hein, pourquoi pas? Donc, l'idée de ça, de Ferris Bueller's Days Off, qui est sorti en 1986, c'était avec un personnage central joué par Matthew Broderick qui veut créer l'ultime journée de séchage de cours. Hein, parce que Ferris Bueller, on voit que c'est une figure importante de son école. Il est très populaire auprès de ses collègues de classe. C'est un gars qui a énormément de bagou, qui est très populaire, qui a beaucoup de personnalité.
Et durant une journée, il décide qu'il se fait passer pour malade. Hein? Il tousse le matin, il fait croire à sa mère que ça file pas. Donc, il va utiliser d'un stratagème pour passer une journée. Il fait croire qu'il est malade, mais dans le fond, il y a un plan derrière la tête. C'est de faire la journée la plus délirante possible. Hein? Il va aller rejoindre ses amis. Là-dedans, il y a Alan Rock et la super belle Mia Sara qui est là-dedans, qui est sa copine dans le film. Donc, il va emprunter la voiture d'un de ses amis. Ils vont aller manger dans un grand restaurant. Il n'y a à peu près rien qu'ils ne feront pas dans cette journée-là. Ils vont s'éclater, ils vont s'amuser. C'est le fantasme d'adolescent, hein, ultime, la plus grande journée de séchage de cours qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien, c'est ce fantasme-là que réalise le personnage de Ferris Bueller dans Ferris Bueller's Days Off, qui est très bien écrit. C'est bien réalisé, c'est le fun. Les acteurs sont rafraîchissants. Matthew Broderick est merveilleux dans ce rôle-là et ça va le poursuivre toute sa carrière. Ça a l'air qu'encore aujourd'hui. Ferris, what are you doing on your day off? Ça a l'air qu'on pose la question souvent à Matthew Broderick. Hein, de son propre aveu, il l'a dit aux Oscars quand on a fait l'hommage à John Hughes. Donc, il y a tous les ingrédients là-dedans d'un bon film de John Hughes qui savait du fond de son cœur qu'est-ce qui nous touchait, nous, les adolescents. C'était quoi nos fantasmes d'adolescents. Et là-dedans, dans Ferris Bueller, c'est hyper sympathique et il ne faut pas passer sous silence non plus la performance de Jeffrey Jones qui est délirante là-dedans, qui fait le directeur d'école, qui lui, il croit pas à la maladie de Ferris Bueller. Il est certain que Ferris Bueller est encore en train de sécher l'école et qui tout le long du film va essayer d'attraper Ferris Bueller à son propre jeu et ça devient vraiment un genre de quasiment un film de Looney Tunes quand on voit le directeur d'école qui va, quant à lui, si Ferris Bueller passe une hyper belle journée, mais le directeur d'école, lui, il va passer peut-être la pire journée de sa vie. Et on voit aussi des caméos importants là-dedans. On va voir la belle Jennifer Grey qu'on va retrouver un an plus tard dans le film Dirty Dancing et Charlie Sheen également qui fait une apparition dans le film. Donc Ferris Bueller's Days Off qui mérite sa place en 4e position. En 3e position, Fast Time at Ridgemont High. Ça chauffe au lycée Ridgemont. C'est un film qui est sorti en 1982. Réalisé par Amy Eckerling et ça parle tout simplement des expériences qu'on a quand on est jeune à l'école et qu'on rêve de vivre de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Hein? C'est tout simplement ça. Donc, c'est un film plein de bons sentiments avec plein de beaux personnages. Là-dedans, on retrouve entre autres Sean Penn qui a l'air de passer une audition pour jouer dans un film de Cheech & Chong. On voit littéralement un plan où les portes de la camionnette, de sa camionnette ouvrent et on voit un nuage de boucan sortir. Il est en train évidemment de fumer du pot. C'est un surfer qui fume du pot. On trouve beaucoup d'acteurs connus. Évidemment, c'est des histoires d'adolescents. On parle de beaucoup de sexualité là-dedans. Mais c'est hyper bien écrit. Et la raison pour ça, c'est que c'est Cameron Crowe qui a fait le scénario. Donc, les dialogues sont magnifiques. C'est un film léger qui nous rappelle toutes les péripéties qu'on a vécues quand on était à l'école, au secondaire, au lycée. Donc, on va voir à peu près tout ce qu'on peut imaginer de situations adolescentes là-dedans. Les premiers baisers, les fantasmes, hein, la fille qui nous faisait fantasmer, nos premières expériences de beuverie. Donc, on voit à peu près tout ça dans Fast Time at Ridgemont High. C'est bien écrit, c'est bien joué. On voit entre autres là-dedans des acteurs qui vont avoir des grosses carrières au cinéma. J'ai parlé de Sean Penn. Il y a aussi Jennifer Jason Leigh là-dedans, Judge Reinhold. Vous allez voir si vous êtes attentif. Nicolas Cage. Vous allez en voir plusieurs apparaître. Vous allez dire, ah, il est là-dedans, lui. Ah, tiens. Alors, beaucoup d'acteurs qui vont avoir des belles carrières. Et évidemment, celle qui retient notre attention par-dessus tout, c'est la magnifique Phoebe Cates qu'on voit là-dedans. Et il y a une scène particulièrement
où elle va vous rester gravée dans la mémoire et pour toujours, mes chers amis. Donc, Fast Time at Ridgemont High, c'est un film qui nous donne envie de retourner dans ces belles années où on était adolescent. Donc, en troisième position. En deuxième position, c'est probablement le film de John Hughes le plus célèbre de sa filmographie et un des films emblématiques du cinéma teenage comédie des années 80. Eh bien, on ne peut pas passer sous silence Breakfast Club, qui est sorti en 1985, qui est un film qui a été embrassé par notre génération et qui aujourd'hui est redécouvert par des nouveaux fans. Parce que c'est un film avec lequel n'importe quelle génération peut se reconnaître. Ça parle de 5 lycéens qui sont en retenue durant une journée de fin de semaine, un samedi matin. Ils doivent se rendre à l'école parce qu'ils ont fait des trucs qui les ont amenés là, la fin de semaine. Il y a toujours, on a tous, un jour ou l'autre, plus ou moins vécu la retenue. Moi, c'était après l'école. C'est arrivé quelques fois, quelques reprises que, bon, tu fais un méfait à l'école et tu es en retenue après l'école. Donc, eux autres, c'est un samedi matin, ils doivent se rendre à l'école pour la journée, ils sont en retenue. 5 étudiants de milieux différents, que tout semble opposé, mais finalement, durant la journée, ils vont se trouver énormément de points communs. Des acteurs qui vont devenir des grosses vedettes et on va les appeler le Brat Pack parce qu'ils vont faire beaucoup de films ensemble. Il y a notamment Emilio Estevez, qui est le frère de Charlie Sheen, qui joue un des personnages principaux. John Nelson, qui fait partie de la distribution, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Ali Sheedy, et évidemment, l'acteur Paul Gleason qui fait le directeur, qui est absolument magnifique dans le film. On n'en parle pas assez souvent de Paul Gleason, mais il est très, très bon dans son rôle. Hein? Ceux qui connaissent bien le film, vous savez ce que ça veut dire, ça. Hein? Donc, c'est vraiment un film magnifique. On se rappelle évidemment de la musique du film, de la chanson de Simple Minds, qui nous est resté dans la tête. Donc, c'est vraiment un film emblématique des années 80. Et il y a tellement de bonnes scènes dans le film. Les acteurs sont merveilleux, sont formidables. Donc, Breakfast Club, c'est un film que la plupart des gens connaissent, donc j'ai pas besoin d'en parler en long et en large. Le film a eu, je pense, 40 ans cette année. Il y a eu une réunion des acteurs qui sont revenus parler de leur expérience du film. Et de tous les films de John Hughes, c'est probablement celui dont les gens se souviennent le plus et un de ses plus populaires, de ses plus marquants. Donc, en deuxième position, Breakfast Club. En première position, que dire d'autre que Back to the Future, qui est l'ultime comédie d'adolescents des années 80. C'est sorti en 1985 et de tous les films de l'histoire du cinéma, c'est probablement le film le plus universellement aimé de toute l'histoire du cinéma. Parce qu'il y a des gens pour pas aimer James Bond, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux. Il y a des gens qui aiment pas... tous les films populaires, il y a des gens qui aiment pas ça. Mais Retour vers le futur... Je n'ai pas connu encore une personne qui me dit qu'elle n'avait pas aimé Retour vers le futur. Back to the Future, qui est sorti en 85, réalisé par Robert Zemeckis. Évidemment, vous allez dire, c'est un film fantaisiste, ça appartient à la science-fiction. On parle d'une machine à voyager dans le temps. Mais quand je dis que c'est l'ultime film d'adolescent, c'est que ça raconte l'histoire d'un adolescent, dans le fond, qui est joué par Michael J. Fox, qui va devenir la grosse vedette de son époque. Donc, qui, par accident, va emprunter la machine à voyager dans le temps inventée par Doc Brown, un de ses bons amis, et il va se retrouver 30 ans dans le passé. Et il est coincé dans le passé, et évidemment, il va tomber sur ses parents. On est dans les années 50, donc magnifique idée de dire qu'un adolescent retourne dans le passé, rencontrer ses parents quand il avait son âge. Évidemment, il y a sa mère qui va tomber en amour de lui. Lui, il doit tout coller les morceaux pour ne pas changer le futur. Il doit s'arranger pour que ses parents tombent en amour. Il y a des acteurs qui sont phénoménales là-dedans. Évidemment, les deux acteurs principaux, Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Mais il y a Leah Thompson qui joue la mère de Marty McFly là-dedans. Il y a également Tom Wilson qui joue le bully le plus sympathique et le plus iconique de l'histoire du cinéma. Biff Tannen, qui est celui qui terrorise tout le monde à l'école. C'est personnage haut en couleur. Et Crispin Glover qui joue le rôle
de George McFly. Et Crispin Glover avait joué avec Michael J. Fox dans un film de lycée qui est sorti un an auparavant, qui s'appelait High School USA. Donc, il se retrouve dans ce film-là, Back to the Future, et ça a donné un film délirant, un des plus beaux fantasmes cinématographiques de l'histoire du cinéma. C'est un film encore aujourd'hui, à peu près tout le monde qui voit le film, la génération d'aujourd'hui qui le découvre pour la première fois, pour la plupart tombe en amour avec le film. Donc, comme je vous l'ai dit, Retour vers le futur, hein, ça parle évidemment, c'est un film de science-fiction, mais au centre du film, il y a toutes les préoccupations des adolescents, hein, évidemment, la soirée, le bal, la soirée dansante des sirènes, ça m'a fait rire parce que quand on était au secondaire, au lycée, on allait souvent à des soirées comme ça où on essayait de danser avec les plus belles filles, où on... donc, vraiment un film extraordinaire qui, pour moi, représente l'ultime film d'adolescent des années 80. On ne peut pas faire vraiment mieux que ça. Retour vers le futur, qui mérite évidemment sa place en première position. On ne peut pas faire autrement. Alors, c'était la liste des 15 meilleures comédies, de teenage comédies des années 80. Alors, j'espère que vous avez retrouvé là-dedans certains de vos films préférés. Peut-être pas non plus. Peut-être que vous en avez des différents des miens. Moi, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'en choisisse 15. Donc, ça a été ces 15-là. C'est des films qui ont été importants pour moi. Des films que j'ai vus souvent. Qui ont forgé ma jeunesse. Donc, vous saurez me dire peut-être c'est quoi, vous, vos films préférés, vos films pour adolescents. Hein, je vous rappelle que j'ai pas mis des films adolescents où il était plus, où il y avait plus un axe dramatique, où j'ai pas mis, mettons, The Lost Boys, qui est vraiment un film d'adolescent, mais sous l'angle un peu du cinéma d'horreur. J'ai pas mis Fright Night non plus, qui est un film d'horreur aussi. J'ai vraiment été avec les comédies. Les comédies sexy des années 80. Donc, ça fait le tour vraiment. Je pense que j'ai regroupé plusieurs films différents du genre et qui représentent bien ce genre-là. Donc, vous saurez peut-être me dire dans les commentaires c'est quoi, vous, vos films préférés de ces années-là. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous suggère de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça. Ça aide beaucoup la chaîne, beaucoup plus que vous pouvez vous imaginer. Et moi, je vous reviens dans quelques jours avec plein d'autres beaux sujets sur le cinéma. D'ici là, je vous dis attention à vous, mes chers amis. Je vous aime. À la prochaine. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving everything inside and out. And love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on.